Et si le plus grand silence d'une mère pouvait façonner les plus grandes voix d'une génération? Voici l'histoire de Sira, une femme qui a quitté son mari et ses enfants dans un village oublié du monde. 20 ans plus tard, ses fils sont devenus des figures influentes du pays. Mais entre le pardon, la colère et la vérité, ce récit est celui d'un retour, d'une mémoire et d'un nom qu'on croyait perdu. Bienvenue dans les racines du silence, une histoire africaine vraie, humaine et universelle. Le soleil peinait encore à se lever sur le petit village de Cancouran, lové entre les collines rouges de latérite et les longues savanes dorées. Les coqs n'avaient pas encore fini leur chant que Sira, enveloppée dans un grand pagne indigo, glissait hors de la case en silence, ses sandales à la main. Elle n'avait laissé qu'un mot, maladroitement plié sur la natte. « Pardonne-moi, mais je dois partir. Je ne peux plus étouffer ici. » Juste ça. Aucune explication, aucun cri. Ses 2 fils, Yero, 7 ans, et Mamadou, 5 ans, dormaient encore, leur petit corps recroquevillé sous une couverture trop fine. Djibril, son mari, ronflait dans un sommeil de cultivateur épuisé. Elle s'en allait sans bagage, sans adieu, mais avec une peine énorme, un vide qu'elle portait depuis des années. Ce n'était pas qu'elle ne les aimait pas, au contraire. Mais dans ce village, elle n'était plus qu'une ombre. Mariée jeune, effacée par les traditions, étouffée par les attentes, elle avait oublié qui elle était. Sira savait qu'en partant, elle deviendrait un fantôme. Une femme maudite. Une mère indigne. Mais elle espérait. Au fond d'elle, elle espérait qu'un jour, ses enfants comprendraient. Elle marcha longtemps. D'abord à travers les sentiers battus, puis les pistes rouges, jusqu'à monter dans un vieux car brinque-ballant qui descendait vers la grande ville. Derrière elle, le soleil se levait, lentement, projetant son ombre longue sur la terre rouge. Le destin des siens venait de basculer. Le coq chanta une 2e fois. La lumière dorée du matin filtrait doucement à travers les nattes de la case. Djibril s'étira lentement, pensant qu'une nouvelle journée de labeur commençait, comme toutes les autres. Mais ce matin-là, il sentit le vide immédiatement. La natte à côté de lui était froide. Aucun bruissement de pagne. Aucun parfum de beurre de karité. Aucun murmure de femme préparant la bouillie du matin. Il se leva en sursaut, les sourcils froncés, le cœur déjà inquiet. « Sira » appela-t-il. Le silence fut la seule réponse. Puis il vit le petit papier sur la natte. Il le ramassa, les doigts tremblants. Il n'était pas un homme de lettres, mais il reconnut l'écriture de sa femme. « Pardonne-moi, mais je dois partir. Je ne peux plus étouffer ici. » Il relut encore et encore. Les mots dansaient devant ses yeux. Puis, soudain, tout s'effondra. Djibril tomba à genoux. Un cri rauque s'échappa de sa gorge. Il n'était pas un homme qui pleurait facilement, mais ce matin-là, il pleura comme un enfant. Ses sanglots réveillèrent les 2 garçons. Yero, l'aîné, frotta ses yeux, encore engourdis par le sommeil. « Baba? Où est maman ?» Djibril ne répondit pas. Il tenait toujours le papier, serré contre sa poitrine. Mamadou, le plus jeune, s'accrocha à la jambe de son père. « Elle est partie? Elle va revenir ?» Djibril regarda ses enfants. Il ne savait pas quoi dire. Comment expliquer à 2 âmes innocentes qu'ils venaient de perdre leur mère, non pas à cause de la mort, mais à cause du silence? Ce jour-là, Djibril ne travailla pas. Il s'assit sous le grand baobab devant la case, le regard perdu, pendant que les femmes du village chuchotaient derrière leur calebasse d'eau. La rumeur se répandit vite. Sira l'a quitté. Une honte. Une femme qui abandonne ses enfants, son mari. Une malédiction. Mais personne ne vit le cœur brisé de Djibril, ni les pleurs silencieux de ses fils. La nuit était tombée sur Cancouran, emportant avec elle la chaleur écrasante du jour, mais laissant derrière une autre brûlure, celle du vide. Dans la cour de la concession, un petit feu crépitait. Djibril, assis sur un tabouret bancal, taillait machinalement un morceau de bois, les yeux rivés sur les flammes. Les garçons, silencieux, étaient blottis l'un contre l'autre, trop jeunes pour comprendre toute la portée du drame, mais assez lucides pour sentir que quelque chose avait définitivement changé. « Elle reviendra ?» demanda doucement Yero, la voix pleine d'espoir. Djibril leva les yeux. Il hésita. Il aurait voulu dire oui. Il aurait voulu inventer une histoire. Mais il se contenta de répondre. « Non, mon fils. Elle a choisi un autre chemin. » Un silence pesant s'installa. Puis, Mamadou, qui jusque-là n'avait pas dit un mot, serra les poings. « On n'a pas besoin d'elle. Toi tu es là, Baba. Et Yero et moi, on va devenir forts. Très forts. Et un jour, elle saura qu'on n'avait pas besoin d'elle pour grandir. » Djibril le regarda, surpris par la force dans cette petite voix. Il sentit quelque chose bouger en lui.
Une sorte de promesse, née dans les cendres d'une trahison. Il se leva lentement, planta le bâton qu'il sculptait dans la terre, et dit d'un ton grave. « Écoutez-moi bien, mes fils. Ce que votre mère a fait ne doit pas vous briser. Vous allez grandir. Étudier. Travailler dur. Et un jour, je veux que le nom Diallo, notre nom, soit prononcé partout dans ce pays. Non pas avec honte, mais avec respect. » Les deux enfants hochèrent la tête, le feu se reflétant dans leurs yeux. Cette nuit-là, autour d'un simple foyer, une promesse silencieuse fut faite. Devenir plus grand que la douleur, plus fort que l'abandon, et bâtir un avenir dont même l'ombre d'une mère absente ne pourrait effacer la lumière. Les années passaient lentement, comme des saisons sans fin, marquant le village de Cancouran du rythme immuable de la terre. Mais pour Yero et Mamadou Diallo, le temps était devenu un adversaire à vaincre, une ligne droite vers un but invisible mais nécessaire, devenir des hommes honorables. Yero, l'aîné, grandissait vite. À 10 ans, il portait déjà des charges d'adulte, aidant Djibril dans les champs, réparant les toitures de chaume, veillant sur son frère comme un père. Sa voix se faisait plus grave. Ses yeux étaient calmes, presque trop mûrs pour son âge. Mamadou, lui, était vif, curieux, plus audacieux. Il posait 1000 questions, voulait comprendre le ciel, les vents, les racines sous la terre. Il rêvait d'ailleurs, de villes aux 1000 lumières, de livres plus grands que les cases du village. Mais partout où ils allaient, il y avait ce regard, ce murmure, ce poison lent, les fils de celle qui a fui, la femme qui a abandonné son sang. Même à l'école coranique, le vieux maître leur adressait un regard lourd de sous-entendus, bien qu'il n'ait jamais dit un mot ouvertement. Un jour, en revenant des champs, Yero s'arrêta devant le mur du village où était tracée à la craie une phrase moqueuse. « Un arbre sans racines ne donne pas de fruits. » Mamadou la lut, les poings serrés. « C'est pour nous, hein ?» dit-il, furieux. « C'est nous les arbres sans racines ?» Yero, calme, prit une pierre, effaça le message, puis écrivit dessous avec une lenteur déterminée. « Même sans racines, on pousse vers le ciel. » Ils se regardèrent. Et ils surent que rien ne pourrait désormais leur faire baisser les yeux. À l'ombre du grand néré qui trônait au centre du village se tenait l'une des plus anciennes bâtisses de Cancouran, la Dara, l'école coranique où passaient tous les enfants, garçons comme filles, avant même d'apprendre à écrire leur nom. Le maître s'appelait Serigne Babacar, mais tout le monde l'appelait simplement maître Babacar. Il avait le regard profond, la barbe blanche comme les nuages de l'hivernage, et une canne qu'il n'utilisait pas pour marcher, mais pour frapper les mots justes dans le cœur de ses élèves. Quand Yero et Mamadou y entraient chaque matin, les autres enfants les regardaient du coin de l'œil, les lèvres déjà prêtes à chuchoter ce que leurs parents répétaient la nuit. Mais Babacar n'avait jamais parlé. Pas un seul mot sur leur mère. Jusqu'à ce jour. Ce jour-là, Mamadou, distrait par la fatigue, fit une faute de récitation. Babacar frappa sa canne sur le sol. « Mamadou, viens ici. » Le garçon s'avança, la gorge nouée. « Dis-moi, » reprit Babacar en le fixant, « pourquoi tu récites sans ton cœur? Es-tu un lion ou un mouton ?» Mamadou resta muet. Les autres ricanèrent. Babacar s'approcha, plus près que jamais, et dit à voix basse mais assez fort pour que tous entendent. « Tu portes un nom lourd, mon fils. Et plus tu grandiras, plus il pèsera. Mais ce poids, tu peux le transformer en puissance. » Il fit un pas en arrière et annonça. « À partir d'aujourd'hui, Mamadou Diallo récite en premier. Tous les jours. Devant tout le monde. » Un silence tomba. Mamadou leva les yeux vers lui, surpris. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Parce que tu es fils d'une absence, » répondit Babacar. « Et seuls ceux qui portent le vide peuvent comprendre la valeur du plein. » Ce jour-là, quelque chose changea dans le regard de Mamadou. Il comprit qu'il ne serait pas seulement un garçon abandonné. Il serait un symbole, un exemple, un défi vivant lancé au destin. Les saisons s'étaient enchaînées, les corps s'étaient allongés, les voix durcies. Et l'année était venue où tous les élèves de Cancouran devaient passer l'examen d'entrée au collège régional, à près de 20 km du village, dans la ville de Fadial. C'était le premier grand mur sur le chemin des deux frères. Un mur invisible, mais plus redoutable que n'importe quelle barrière de pierre. Depuis un mois, les cases du village étaient devenues des centres d'études improvisés. Certains parents payaient des tuteurs venus de la ville. D'autres, comme Djibril, n'avaient que la fouette et les lampes à kérosène. Chaque soir, Yero et Mamadou étudiaient à la lueur tremblante, les cahiers usés entre leurs doigts, le silence entrecoupé par les grillons et les prières du père. « Vous savez, » disait souvent Djibril, la voix grave, « l'école, c'est votre machette. Si vous la tenez bien, elle peut vous ouvrir tous les chemins. » Mais tous savaient que ce ne serait pas facile. Quand le jour de l'examen arriva, Yero,
aujourd'hui âgé de 13 ans, se leva avant l'aube. Il avait attaché ses feuilles dans un vieux sac en tissu. Mamadou, à peine 11 ans, était prêt bien avant lui, les yeux brillants d'impatience et de peur. Djibril les accompagna jusqu'à la route, à pied. La piste était encore humide de la rosée. Le vieux taxi-brousse chargé d'élèves attendait, moteur allumé, prêt pour le départ. « Tenez-vous droit », leur dit-il en leur serrant les épaules. « Ne portez pas seulement mon nom. Écrivez-le dans l'avenir. » Dans le taxi, les regards étaient durs, les visages fermés. Quelques élèves murmurèrent encore. Les fils de l'absente. Mais Mamadou ne baissa pas les yeux. « Je vais écrire plus fort qu'ils peuvent parler, » pensa-t-il. Le moteur rugit. Le taxi démarra. Et avec lui, une nouvelle étape de leur destin. Dans la poussière d'une chambre de quartier à la périphérie de Fadial, une femme aux traits marqués, aux bras noueux et aux regards durs, déplia une enveloppe usée par le temps. Le papier était jauni. L'écriture était celle d'un enfant. Elle l'a lu pour la 100e fois, peut-être plus. Ses doigts tremblaient, mais son visage restait impassible. « Maman, je ne sais pas pourquoi tu es partie. Mais aujourd'hui, j'ai passé mon premier examen important. Je voulais que tu sois là. Peut-être que tu ne reviendras jamais. Mais si tu lis cette lettre un jour, sache que je n'ai jamais cessé d'espérer. Yero Diallo. » La femme reposa la lettre sur le matelas en mousse trouée. Elle s'appelait Sira, la mère qui était partie. Depuis 20 ans, elle avait traversé des villes, survécu à des nuits dans les marchés, aux petits boulots, aux mains trop pressantes, aux regards trop lourds. Elle s'était construite seule, miette par miette. Mais dans le secret le plus profond, elle gardait chaque mot que son fils lui avait envoyé. Elle n'avait jamais répondu. Pas parce qu'elle ne voulait pas. Parce qu'elle avait peur. Peur qu'il ne veuille plus d'elle. Peur de raviver une blessure mieux gardée dans l'oubli. Elle s'assit sur le bord du lit. Une larme roula lentement sur sa joue, s'écrasant sur le coin plié de la lettre. 20 ans de silence. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. La lettre était restée dans sa main. Et dans son regard, une étincelle. Un feu. Peut-être. L'envie de revenir. Un jour. La cour du collège régional de Fadial était noire de monde. Des enfants de tous les villages voisins, accompagnés de leurs parents, attendaient que le directeur punaisât la feuille des résultats sur le grand mur décrépit. Les conversations étaient fébriles. Certains récitaient encore des versets, d'autres riaient nerveusement. Yero et Mamadou, seuls, se tenaient en retrait sous un manguier. Leurs vêtements étaient repassés avec soin, les sandales brillantes d'huile de karité. Djibril n'avait pas pu venir. Trop de travail, trop de fatigue. Mais il leur avait donné son regard. Lorsque le surveillant sortit enfin, un silence brutal tomba. Il cloua la feuille sur le mur, et aussitôt, les enfants se précipitèrent comme une nuée d'abeilles. Yero, grand et calme, écarta doucement la foule. Il laissa passer Mamadou, les yeux pleins de feu. Le plus jeune parcourut la liste du doigt, son cœur battant dans ses oreilles. Numéro 138. Mamadou Diallo. Admis avec mention très bien. Il chercha un peu plus bas. Numéro 137. Yero Diallo. Admis avec mention bien. Ils se tournèrent l'un vers l'autre. Pas de cri. Pas de saut. Seulement un regard. Un pacte silencieux renouvelé. Ils avaient réussi. Mais c'était plus que des notes. C'était une gifle aux moqueries. Une réponse au vide. Une pierre posée sur les fondations d'un avenir. Un professeur, un homme trapu au teint clair et à la barbe fine, s'approcha d'eux. « Vous êtes les fils de Djibril Diallo »« Oui, monsieur », répondit Yero avec respect. L'homme sourit. « Vous êtes remarquable. Et je ne parle pas que de vos notes. Je vais vous inscrire au programme spécial de bourse. La capitale a besoin d'enfants comme vous. » La capitale. Le mot flotta entre eux comme une étoile. Ce jour-là, sans tambour ni applaudissements, les fils de l'absente entrèrent dans la lumière. Et dans une chambre à plusieurs kilomètres de là, Sira, comme prise d'un sursaut, se leva. Quelque chose l'appelait. Peut-être, enfin, il était temps de regarder en arrière. Le jour du départ arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Yero, 14 ans maintenant, et Mamadou, 12 ans, avaient été acceptés dans un prestigieux collège d'excellence à Dakar, la capitale, grâce à une bourse nationale pour élèves brillants issus de milieux défavorisés. Ce matin-là, la gare rurale de Kolda bourdonnait d'agitation. Les valises de fortune s'entassaient près des rails. Le vieux train au wagon rouillé, mais toujours fidèle, sifflait en fond. Djibril, droit dans son boubou de coton bleu, les accompagna jusqu'au quai. Il n'était pas un homme d'effusion. Pourtant, ce matin-là, quelque chose dans son regard avait changé. Il tendit à chacun un petit paquet de tissu noué. « C'est du mil séché.
Et un bout de savon. Là où vous allez, il y aura du pain et du lait, mais il ne faut pas oublier le goût de la terre. Mamadou, qui d'ordinaire plaisantait toujours, se contenta de hocher la tête. Hiero prit la main de son père. Tu nous as tout donné, Baba. Djibril ne répondit pas. Il posa une main sur leur tête, l'émotion nouée dans la gorge. Vos pas sont les miens maintenant. Allez leur montrer que même dans la poussière, naissent des rois. Le train siffla une dernière fois. Les deux garçons montèrent. Leurs visages, tournés vers la vitre, regardaient s'éloigner leur père, leur village, leurs souvenirs. Pendant ce temps, à Dakar, dans un quartier populaire, Sira préparait un petit étal de beignets. Elle vivait simplement, sans luxe ni répit, mais elle avait entendu des rumeurs à la gare routière. Deux jeunes frères de l'intérieur, très brillants, fils de Djibril Diallo. Ils arrivent demain au centre scolaire. Elle ne dit rien. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le collège d'excellence Cheikh Anta Diop, niché au cœur de Dakar, semblait être un autre monde pour Hiero et Mamadou. Ici, les élèves arrivaient en voiture climatisée. Certains portaient des montres connectées, parlaient français avec un accent de feuilleton télé, ou avaient déjà voyagé en Europe. Ils étaient arrivés avec des sacs en tissu et du mil séché. Dès les premiers pas dans le grand hall du pensionnat, les regards se posèrent sur eux comme des lames. Regarde leurs sandales. On dirait qu'ils viennent tout droit du village. Mais Hiero, digne et calme, se redressa. Mamadou, plus fougueux, serra les poings, prêt à riposter, mais son frère lui lança un regard. On ne répond pas avec la bouche. On répond avec les résultats. Leur première journée fut un ouragan. Les cours étaient rapides, les professeurs exigeants. Tout était chronométré. Rien n'était toléré. Mamadou peinait à suivre les maths avancées. Hiero l'aidait chaque soir, relisant les leçons à voix haute, sous la lueur d'un néon vacillant dans leur dortoir partagé. Mais ce fut au cours d'histoire nationale que tout bascula. Le professeur lança une question. Qui peut me dire le nom du roi mandingue qui régna au XIIIe siècle? Les élèves se turent. Hiero leva la main. Soundiata Keïta, roi du Mandé, fils de Sogolon et de Naré Magane Konaté, fondateur de l'Empire du Mali. Le professeur sourit, impressionné. Un murmure d'admiration s'éleva dans la salle. Ce jour-là, le « fils de l'absente » devenait aussi le « fils du savoir ». Et dans une ruelle de Dakar, Sira, qui passait devant l'école, entendit par hasard deux lycéennes parler. Il y a un nouveau. Hiero Diallo. Il est trop fort. Et son petit frère aussi. Elle s'arrêta, la gorge serrée. Elle resta là longtemps, fixant le portail de l'établissement, sans oser entrer. Son passé était de l'autre côté du mur. Chaque jour, Sira s'approchait un peu plus. Au début, elle restait de l'autre côté de la rue, derrière son étal de beignets. Puis elle traversa. Puis elle s'approcha du portail. Le lycée Cheikh Anta Diop était entouré d'un dos mur ocre. Le portail vert gris était surveillé par un vigile aux lunettes sombres. Les élèves passaient, rieurs, en uniforme repassé, cartable sur le dos. Mais elle restait figée, les mains moites, le cœur au bord des lèvres. Elle avait vieilli. Ses traits étaient tirés, sa peau plus sombre, burinée par le soleil et la sueur. Mais ses yeux étaient les mêmes. Et elle les scrutait, ses enfants, jour après jour, guettant un visage familier. Jusqu'au jour où il apparut. Hiero. Grand, droit, calme. Le même port de tête que Djibril, le même regard pénétrant. Puis Mamadou surgit derrière lui, toujours plus agité, toujours à parler, à rire fort. Ils passèrent devant elle, sans la voir. Elle fit un pas. Hiero. Il se retourna. Les sourcils froncés. Elle baissa les yeux. Non. Pas aujourd'hui. Hiero regarda un instant cette femme aux vêtements simples. Un air de déjà-vu. Un parfum lointain. Mais il haussa les épaules, croyant à une passante comme une autre. Sira, elle, resta immobile. Ses doigts agrippés au tissu de son pagne. Les larmes au bord des cils. Elle avait vu ses fils. Et eux, ne l'avaient pas reconnu. Mais ce n'était pas le moment. Pas encore. Elle se fit une promesse. Quand ils seront prêts, je leur parlerai. Le silence. Ce choix que Sira avait fait 20 ans plus tôt. Ce refuge qu'elle croyait salvateur. Il était devenu sa prison. Chaque jour, elle voyait ses fils passer devant elle, plus grands, plus beaux, plus forts. Chaque jour, elle mourait un peu de ne pouvoir leur dire. Je suis là. J'ai toujours été là. Mais elle se taisait. Elle pensait que le moment parfait viendrait. Elle ne voulait pas les heurter, ni s'imposer. Mais en vérité, elle avait peur.
Peur d'être rejeté. Peur d'avoir trop tardé. Peur que le pardon ne soit plus une porte ouverte, mais un mur clos. Pendant ce temps, Hiero commençait à sentir quelque chose. Une intuition. Un regard. Chaque fois qu'il passait devant cette vendeuse de beignets, son cœur battait un peu plus fort. « Tu ne trouves pas qu'elle nous fixe souvent ?» demanda-t-il un soir à Mamadou. « Qui ça? La femme au foulard rouge? » « Oui. Elle me dit quelque chose. » Mais Mamadou haussa les épaules. « Tu penses toujours trop, Hiero. » Dans la nuit, Hiero rêva. Il rêva d'un chant de femme, d'un parfum de karité, d'une voix douce lui murmurant « Hiero, mon fils ». Il se réveilla en sueur. Les souvenirs étaient flous, enfouis. Mais quelque chose en lui s'était réveillé. Et dans une ruelle sombre, Syrah aussi avait pleuré. Elle savait maintenant que chaque jour de silence volait un peu plus de vérité à ses enfants. Le silence avait protégé son cœur, mais étouffé leur histoire. Les semaines avaient passé. Hiero et Mamadou s'étaient fait une place. Pas en parlant, en travaillant, en réussissant. Le tableau d'honneur du lycée fut mis à jour. Sur le grand mur d'entrée, les noms des élèves les plus brillants de chaque trimestre étaient peints à la main. Ce matin-là, sous un ciel de janvier lourd et clair, les élèves se rassemblèrent autour du mur fraîchement repeint. Et au sommet de la liste, en lettres rouges, Hiero Diallo, premier en histoire et langue. Et juste en dessous, Mamadou Diallo, premier en sciences naturelles. Des applaudissements s'élevèrent. Certains élèves les regardaient avec admiration, d'autres avec jalousie. Mais personne ne les ignorait plus. À quelques mètres, derrière la grille, Syrah observait la scène, les mains tremblantes. Son cœur manqua un battement en voyant leur nom, peint en grand. Son nom aussi. Diallo. Son nom. Celui qu'elle avait abandonné. Et que ses fils, aujourd'hui, faisaient rayonner. Elle sentit ses jambes vaciller. Mais elle tint bon. Elle ne pouvait pas s'effondrer maintenant. Elle s'éloigna du portail, le cœur en feu, l'âme en larmes. Ce soir-là, dans sa petite chambre, elle prit une feuille. Et pour la première fois en 20 ans, elle écrivit. Hiero. Mamadou. Je suis votre mère. Je ne demande pas pardon, car aucun mot ne suffit. Mais je suis prête à vous entendre. Si vous acceptez de me voir. Je suis la vendeuse de beignets. Celle au foulard rouge. Tous les jours. Devant votre école. Syrah. Elle glissa la lettre dans une enveloppe, y inscrivit simplement. À remettre à Hiero Diallo, élève au lycée Cheikh Anta Diop. Et le lendemain, elle la donna au gardien du portail. Ce matin-là, Hiero arriva au portail du lycée plus tôt que d'habitude. Le ciel était pâle, chargé d'un vent frais venu de l'Atlantique. Il s'apprêtait à entrer lorsque le vigile, un homme trapu à la voix grave, l'interpella. « Eh, Diallo, une dame t'a laissé ça hier. Elle a dit que tu comprendrais. » Il tendit une enveloppe. Légère. Froissée sur les bords. L'écriture au stylo bleu tremblait légèrement. À Hiero Diallo. Du bout de la mémoire. Hiero la prit. Il hésita. Il ne savait pas pourquoi, mais son cœur s'était mis à battre fort, comme s'il s'agissait de bien plus qu'un simple mot. Il la glissa dans son sac. La journée passa, floue, bruyante, remplie de chiffres et de dates, mais ses pensées étaient ailleurs. Ce n'est qu'à la tombée du jour, dans le calme de la salle d'études, que Hiero ouvrit la lettre. Et lut. Hiero. Mamadou. Je suis votre mère. Je ne demande pas pardon, car aucun mot ne suffit. Mais je suis prête à vous entendre. Je suis la vendeuse de beignets. Celle au foulard rouge. Tous les jours. Devant votre école. Syrah. Hiero sentit le sol disparaître sous ses pieds. Un vertige. Un vide qui revenait. Une douleur qu'il croyait enterrée. Il se leva sans dire un mot, marcha dans le noir vers le petit dortoir, et réveilla doucement Mamadou. « Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle nous a écrit. » Mamadou se redressa d'un coup. « Elle ? Qui ?» Hiero lui tendit la lettre. Mamadou la lut, les yeux agrandis par l'incrédulité. Un silence. Puis il serra le papier contre sa poitrine. « Je veux la voir. » Moi aussi. Le lendemain matin, le soleil avait à peine percé les nuages que Hiero et Mamadou étaient déjà dehors, bien avant la sonnerie du premier cours. Ils avaient à peine parlé. Le poids de la lettre tenait entre eux comme une corde tendue entre le passé et le présent. Ils traversèrent la cour du lycée, passèrent le portail. Et là, elle était là. Syrah. Assise sur un petit tabouret en bois, devant un panier de beignets couvert d'un tissu blanc, elle portait un foulard rouge vif, le même qu'elle mettait jadis lorsqu'elle chantait le soir sous le baobab de Cancourant. Elle leva les yeux. Elle les vit. Eux, figés. Deux jeunes hommes. Ses fils.
Le silence fut absolu. Même les klaxons de Dakar semblaient s'être tus. Hiero fit un pas. Puis Mamadou. Elle se leva doucement, ses mains tremblant le long de son pagne. Son regard cherchait leurs yeux. Mais elle n'osa pas parler. C'est Mamadou qui brisa le silence. Pourquoi? Sa voix tremblait. Pas de colère. Pas encore. Juste une fissure dans l'âme. Sira s'approcha, posant une main sur son cœur. Parce que j'étais perdu. Et j'ai eu peur de vous contaminer de mon vide. Hiero s'avança aussi. Il fixait ses traits. Il voulait se souvenir. Il voulait retrouver la mère dans cette femme. Mais il ne savait plus si c'était encore possible. On a grandi sans toi. Sira baissa la tête. Je vous ai regardé grandir, de loin. Chaque jour. J'étais là. Mais je n'ai jamais trouvé la force de traverser ce portail. Mamadou lui tendit la lettre, les yeux brillants. C'est toi qui dois traverser maintenant. Sira leva les yeux. Et vit, pour la première fois, non des enfants, mais 2 hommes debout, forgés dans le feu de son absence. C'était un jeudi soir. Le vent de Dakar soufflait tiède, emportant les odeurs de poissons braisés, de sable chaud et de souvenirs. Sira avait invité ses fils à venir chez elle. Pas dans un grand appartement. Non. Dans sa modeste chambre de cour commune, à Wakam. Un matelas au sol. Une table bancale. 2 chaises. 3 assiettes. Elle avait préparé un thieboudienne rouge, avec du poisson capitaine, du gombo, et du piment bien rôti. Un plat de fête. Un plat de cœur. Mamadou et Hiero étaient venus. Ils s'étaient assis. Mais aucun mot n'avait encore été prononcé. Ils mangeaient. Lentement. Sans se regarder trop. La radio grésillait au fond. Des enfants jouaient dehors. Mais dans cette pièce, le monde était suspendu. Sira, les mains jointes, regardait ses fils sans les forcer. Elle avait 1000 choses à dire. 1000 excuses. 1000 cicatrices. Mais elle comprenait que le silence était aussi une parole. Après de longues minutes, Hiero releva enfin les yeux. « Tu vis ici depuis combien de temps ?» Sira soupira doucement. « Presque 15 ans. Et tu ne nous as jamais écrit ? Pas une seule fois ?» demanda Mamadou, la voix sèche. « Je vous ai vu, tous les jours. Mais j'ai eu peur de salir votre lumière avec mon ombre. » Hiero posa sa cuillère. « Tu nous as laissé grandir sans mère. »« Je sais. » Mamadou se leva brusquement. Il fit quelques pas dans la petite pièce. « Et maintenant quoi ? Tu veux qu'on t'appelle maman ?» Sira baissa les yeux. Puis, avec une voix douce. « Je ne veux rien. Je suis venu vous offrir ce qu'il me reste. Même si ce n'est que des silences et un plat de riz. » Un long silence s'installa à nouveau. Mais dans ce silence, une vérité. Ils étaient là. Ensemble. Et c'était déjà le début de quelque chose. Après ce dîner silencieux, quelque chose avait bougé, même si aucun mot ne l'avait officialisé. Les retrouvailles n'étaient pas des éclats de joie, ni des câlins théâtraux. C'était un tissage lent, une couture fine sur une toile déchirée depuis trop longtemps. Hiero revint la semaine suivante. Il apporta des documents d'école, des notes à relire. Mamadou, lui, mit plus de temps. Il était plus jeune, mais plus blessé. Pour lui, l'abandon n'avait pas d'explication logique. Il avait grandi en se construisant contre l'absence, pas avec. Mais un jour, il revint aussi. Et cette fois, il apporta un sachet de mangue mûre. C'est Djibril qui les a envoyés, murmura-t-il. Sira resta figé. Djibril. Le nom seul suffisait à faire trembler son monde intérieur. Il sait ? Demanda-t-elle. Non, dit Hiero. Pas encore. Mais il se doute. Il sent les choses avant qu'on les dise. Dans les semaines qui suivirent, Sira se mit à préparer du thé pour eux, chaque samedi. Des gestes simples. Elle cousait les ourlets de leurs uniformes. Leur offrait ses silences comme des abris. Et, parfois, un souvenir glissait. Quand tu étais petit, Mamadou, tu courais toujours pieds nus derrière les chèvres. Hiero, tu étais silencieux, même bébé. Ton regard disait tout. Il souriait. Un peu. Pas tout à fait. Mais c'était le début du pardon. Un jour, Hiero posa cette question. Tu regrettes ? Sira répondit après un long silence. Pas d'être parti. Je serais morte à l'intérieur si j'étais restée. Mais je regrette chaque anniversaire, chaque fièvre, chaque nuit où vous avez pleuré sans moi. Je ne pourrai jamais les rattraper. Mais je peux rester maintenant, si vous le permettez. Et dans ce regard-là, il y avait enfin la vérité nue. Dans le village de Cancouran, le vent soufflait sur les champs de mil. Djibril, désormais un homme marqué par le temps, continuait de travailler la terre.
Son dos était plus courbé, ses mains toujours aussi dures. Mais son regard était inquiet depuis quelque temps. Il le sentait. Quelque chose changeait. Les lettres de Hiero devenaient plus espacées. Celles de Mamadou, plus brèves. Et surtout, il sentait une présence entre les lignes. Un matin, alors qu'il arrosait son petit potager, le facteur du village s'approcha à pied, tenant une lettre un peu froissée. Une lettre de la capitale. Pour toi, Djibril Diallo. Djibril l'ouvrit lentement. L'écriture lui était familière. Pourtant, elle le heurta de plein fouet. Djibril. Astérisque, ceci n'est pas une demande de pardon. C'est une reconnaissance. Tu as élevé nos fils seuls. Tu les as fait rois sans couronne, mais avec honneur. Je ne reviens pas pour défaire ce que tu as bâti. Je demande seulement à être présente, s'ils le veulent. Je suis à Dakar. Je vis humblement. Je leur ai dit la vérité. Si ton cœur le permet, je suis prête à te rencontrer. Sira astérisque. Djibril resta longtemps immobile. Le passé, d'un seul coup, s'était matérialisé dans sa main. Il marcha lentement vers le grand baobab. Il s'assit sous ses racines, là où il avait pleuré le départ de Sira des années plus tôt. Et cette fois, il ne pleura pas. Il ferma les yeux. Elle a parlé. Moi aussi, je dois parler. Le soleil était haut dans le ciel de Kankourang. Le vent soufflait doucement, soulevant la poussière ocre de la cour du village. Sous le vieux baobab, le plus ancien du village, Djibril Diallo était assis. Il ne parlait à personne. Il tenait encore la lettre de Sira dans sa main. Son regard se perdait dans les feuilles, comme s'il cherchait un mot que la terre aurait oublié de lui dire. C'était ici, 20 ans plus tôt, qu'il avait appris qu'elle était partie. C'était ici qu'il avait promis à ses fils de les élever avec dignité. Aujourd'hui, il était ici encore. Mais plus vieux, plus sage. Et face à un choix qu'il n'avait jamais voulu envisager. Répondre à l'appel d'une femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, malgré tout. Une voix surgit derrière lui. C'était le vieux Kémo, son ami d'enfance, aujourd'hui chef du conseil du village. Tu penses à elle, hein? Djibril ne répondit pas. Il hocha simplement la tête. Kémo s'assit lentement à côté de lui. On ne choisit pas toujours ce qu'on aime. Mais on choisit toujours comment on leur répond. Djibril regarda la lettre. Son cœur était une mer agitée. Il n'y avait pas de justice facile. Mais il savait que ses fils avaient commencé à lui pardonner. Et qu'il ne pouvait pas être le seul à rester en arrière. Alors, pour la première fois depuis 20 ans, il écrivit à Sira. Je suis prêt à te voir. Non pour effacer, mais pour comprendre. Pour que nos fils voient que même des silences anciens peuvent s'ouvrir au dialogue. Il plia la lettre, la remit au jeune facteur du village. Puis il regarda le ciel, comme un homme qui venait enfin de poser un fardeau. Le taxi-brousse roulait lentement sur la piste rouge menant au village de Kankourang. Dans l'arrière du véhicule, coincé entre deux sacs de riz et une vieille dame dormant la tête renversée, Sira tenait fermement un sac de voyage en tissu et un paquet de mangues fraîches. Ses yeux ne quittaient pas la route. Elle reconnaissait chaque arbre, chaque tournant, chaque flamme de forêt sèche au loin. 20 ans. 20 ans sans poser les pieds dans ce village. 20 ans sans oser. Et pourtant aujourd'hui, elle revenait. Le véhicule s'arrêta à l'entrée du village. Elle descendit, le cœur prêt à exploser, les jambes tremblantes. Quelques enfants jouaient près du puits. Ils la regardèrent sans comprendre. Mais lorsqu'elle s'approcha de la concession de Djibril, une silhouette familière apparut. Lui. Djibril. Il n'avait pas bougé. Toujours la même stature. Plus de rides. Plus de silence dans les yeux. Mais toujours, lui. Ils restèrent face à face. Longtemps. Ni l'un ni l'autre ne parla immédiatement. Il n'y avait rien à dire qui pouvait résumer 20 années. Puis Djibril murmura. Tu es venu. Sira hocha la tête. Je suis venu, non pas pour réparer, mais pour comprendre. Et être présente, si c'est possible. Djibril la regarda, longuement. Puis il fit un geste simple, il poussa la porte de la concession. Entre. Le mille est sur le feu. Et les enfants t'attendent dans leur mémoire. Sira entra. Les pas lents. Le cœur ouvert. La journée était chaude, baignée d'un vent sec qui faisait danser la poussière dans les ruelles du lycée Cheikh Anta Diop. Mais ce jour-là, l'air vibrait d'une autre émotion. C'était la fête des mères. Chaque élève avait reçu une invitation pour une cérémonie spéciale, un geste symbolique. Honorer celle qui vous a donné la vie ou celle qui vous a élevé. Hiero et Mamadou avaient rangé l'invitation sans mots. Ils n'en avaient jamais parlé. Mais ce matin-là, ils se levèrent tôt. Ils enfilèrent leurs habits les plus propres. Et pour la première fois,
Ils sortirent du lycée non pas vers les livres, mais vers l'histoire. Ils allèrent frapper doucement à la porte de la modeste chambre de Syrah. Elle ouvrit, surprise. Hiero lui tendit une petite enveloppe. « C'est pour toi. » Elle l'ouvrit. C'était l'invitation. « Tu n'es pas obligé, » murmura Mamadou. Mais elle les regarda, longuement, avant de répondre. « Si je suis là, c'est pour être présente. Même dans les instants fragiles. » Elle noua un foulard propre, se parfuma légèrement, et marcha, entourée de ses deux fils, à travers Dakar, jusqu'au lycée. La cérémonie fut simple, chaleureuse. Des chants, des mots. Puis vint le moment où chaque élève devait se lever avec sa mère ou tutrice pour recevoir une rose. Quand le nom de Hiero Diallo fut appelé, toute la salle se tourna. Il se leva. Puis il tendit la main à Syrah. Et Mamadou les suivit. Ils montèrent à trois. Pas de discours. Pas de larmes publiques. Seulement une rose. Et une mère. Et deux fils qui, devant tout un lycée, avaient choisi de reconnaître ce lien, brisé mais vivant. Ce jour-là, Syrah fut mère à nouveau. Pas dans le ventre, mais dans le cœur. Quelques semaines après la cérémonie du lycée, Hiero reçut un courrier officiel de l'université Cheikh Anta Diop. Il avait été accepté dans la filière d'histoire et civilisations africaines, avec une bourse complète pour excellence académique. Mamadou, lui, avait été sélectionné pour intégrer une école de biologie appliquée à Thiès. Leurs chemins se séparaient doucement, mais pas leurs liens. Le soir même, Syrah les avait réunis dans sa petite chambre, désormais redevenue lieu de famille. Elle tenait une vieille carte d'identité entre ses doigts. Elle l'observait avec intensité. « J'aimerais changer de nom, » dit-elle doucement. Mamadou fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « J'ai gardé le nom de mon père. Tout ce temps. Comme pour effacer tout ce que j'avais fui. Mais aujourd'hui, je ne fuis plus. Je veux reprendre le nom de Diallo. Non pour vous forcer à m'aimer, mais parce que je suis prête à porter, à nouveau, ce que j'ai fui. » Hiero s'approcha. Il prit doucement la carte. « Tu n'as pas besoin de papier pour faire partie de notre nom. Mais si tu veux l'écrire officiellement, on va t'accompagner. » Et ce fut ainsi que, le lendemain, Syrah Diallo réapparut officiellement sur les registres du pays. Un nom effacé. Un nom retrouvé. Un nom qui désormais unit trois destins réparés. L'auditorium était plein à craquer. Des familles, des professeurs, des autorités, des caméras. C'était la cérémonie nationale des lauréats de la jeunesse africaine, un événement télévisé célébrant les jeunes talents du pays dans tous les domaines. Et ce soir-là, l'un des invités d'honneur était un étudiant discret, toujours droit, toujours calme. Hiero Diallo, premier de sa promotion, distingué par une fondation panafricaine, et choisi pour prononcer le discours d'ouverture. En coulisses, il serrait un petit papier froissé entre ses doigts. Ce n'était pas le discours officiel. C'étaient les quelques lignes que sa mère, Syrah, lui avait glissées discrètement avant qu'il monte sur scène. « Tu portes ton nom comme un arbre porte ses fruits, en silence, mais avec grandeur. » Lorsque Hiero monta sur scène, vêtu d'un grand boubou blanc brodé, la salle se tut. Il regarda l'audience. Puis ses yeux s'arrêtèrent dans la foule. Syrah, assise au milieu. Foulard rouge noué. Mamadou, juste à côté. Fièrement redressé. Hiero prit la parole. « Mesdames et messieurs, je suis le fils d'un homme digne qui a élevé 2 enfants dans la poussière, avec rien que ses mains et son silence. Et je suis aussi le fils d'une femme qui est partie, mais qui est revenue, avec tout ce que le courage peut porter de vérité. Mon frère et moi sommes les fruits d'un passé complexe, d'un abandon et d'une reconstruction. Et aujourd'hui, nous vous disons ceci, ce n'est pas l'origine qui fait le destin, mais le choix de ne pas laisser l'absence définir qui l'on devient. » Silence. Puis la salle éclata en applaudissements. Certains pleuraient. Syrah, elle, avait les larmes aux yeux. Mais elle ne pleurait plus de honte, ni de regret. Elle pleurait de reconnaissance. Son fils parlait pour eux trois. Le lendemain du discours, les réseaux sociaux, les journaux, les radios, tous parlaient de Hiero Diallo. Un orateur de vérité brute. Le fils d'un oubli devenu mémoire nationale. Une famille recomposée par la dignité. Mais dans la simplicité d'une cour de quartier, loin des caméras, Syrah, Hiero et Mamadou se retrouvaient autour du thé, comme à leur habitude. Pas pour fêter. Pour exister. Ensemble. En paix. Ce que tu as dit hier, souffla Mamadou, c'était ce que je n'arrivais jamais à mettre en mots. On l'a tous porté différemment, répondit Hiero. Mais on en est sorti vivant. Syrah, silencieuse, leur tendit un carnet usé. C'est mon histoire. Je l'ai écrite. Pas pour publier.
Mais pour que vous sachiez ce que j'ai vécu, ce que j'ai fui, ce que j'ai porté. Les deux frères prirent le carnet. Le poids du papier semblait plus lourd que 1000 discours. Tu veux qu'on en fasse quoi? Demanda Hiero. Rien. Ou, peut-être vous, que vous portiez ce que j'ai laissé tomber. Et alors, Mamadou dit quelque chose que Sira n'aurait jamais osé rêver entendre. On a grandi sans toi. Mais aujourd'hui, je ne veux plus avancer sans toi. Elle le regarda. Ému. Hiero lui prit la main. Tu fais partie de notre histoire. Et maintenant, tu fais aussi partie de l'avenir. Des années avaient passé. Hiero Diallo était désormais professeur d'histoire contemporaine à l'université. Mamadou, lui, était biologiste environnemental, engagé dans des programmes d'agriculture durable dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le nom Diallo, autrefois murmuré dans la honte, figurait désormais dans les journaux, les conférences, les livres. Et dans une petite maison paisible à Rufisque, Sira vivait entourée de ses petits-enfants. Elle racontait souvent des histoires au clair de lune. Mais pas des contes. Des morceaux de sa vie. De leur vie. Un soir, assise sous un manguier, l'une des petites filles, aux yeux aussi profonds que ceux de Hiero, demanda. « Mamie, pourquoi tu pleures en souriant ?» Sira lui caressa la joue. « Parce que quand on a perdu ses racines, et qu'on les retrouve, on ne pleure plus de tristesse. On pleure parce qu'on est enfin entière. » Et elle montra un cahier jauni posé sur la table. « Voici l'histoire que j'ai écrite. Elle ne commence pas bien. Mais elle finit là. Dans la vérité. Dans le pardon. Dans l'amour. » Et dans la lueur douce de cette fin de journée, Sira Diallo regarda ses fils discuter sous le porche. Elle n'était plus l'ombre d'un abandon. Elle était devenue la mémoire vivante d'une famille réparée.